Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel entretien de Télé Nantes, ce rendez-vous qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les personnalités de Loire-Atlantique. Ce mois-ci, on va parler du PS, on va parler de la primaire de gauche, on va parler du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et bien sûr du parcours politique de notre invité, un élu de terrain ancré à Saint-Nazaire mais qui a une influence sur toute la politique départementale. Cet élu, c'est Philippe Grosvalet, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier ce livre d'entretien avec Jean-Philippe Lucas, ancien journaliste de Presse Océan, qu'on connaît bien sur notre antenne puisqu'il a participé à de nombreuses émissions et d'analyses politiques et d'actualité. La politique façon puzzle aux éditions Joca Seria, où vous vous confiez sur de multiples sujets. On va y revenir, mais ce titre évoque bien sûr une scène culte d'un film. J'ai cité Les Tontons Flingueurs, que vous adorez d'ailleurs. J'adore Les Tontons Flingueurs, c'est un film culte. Vous l'avez vu Oh, peut-être 40, 50 fois, je ne compte plus. Et il y a particulièrement une scène qui est mentionnée dans la façon puzzle qu'il dit dans le film, une scène très percutante. Regardez. Il est parti. Ah mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. On va le retrouver éparpillé aux quatre coins de Paris. Ça correspond à votre personnalité, ça? Vous avez un franc-parler à ce point? Faut reconnaître, c'est du brutal. Ouais. Ça, c'est une expression dans une autre scène, une réplique de Blier. Donc, non, Politiquement, vous êtes comme ça? Non, évidemment pas. Au quotidien? Je dis au contraire que l'art de la politique, au sens noble du terme, c'est plutôt de rassembler, de rechercher le compromis et de, justement, rassembler les pièces du puzzle, comme le dit Blier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de témoigner, de vous livrer comme ça dans un livre, de donner votre avis sur beaucoup de sujets très divers comme ça? Peut-être le moment historique, à la fois au plan national, mais aussi au plan européen, au plan international, avec les crises que l'on connaît sur la planète, l'afflux de réfugiés, les guerres dans le monde, l'Europe avec le Brexit, la Grèce, et puis la France, où les repères manquent aujourd'hui entre la gauche et la droite. Et donc, dans ces moments-là, je crois que moi, j'ai eu envie de réhabiliter la politique. Les Français sont fâchés avec la politique, ou plutôt avec les politiques, ils n'y croient plus. Le fossé se creuse entre les citoyens et leurs représentants élus, et ça, c'est très mauvais pour la démocratie. L'histoire, d'ailleurs, l'a montré. Donc, il me semblait important de dire que la politique, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire, bien sûr, des responsables nationaux, du gouvernement, du président de la République. C'est l'affaire des élus locaux que nous sommes, et c'est l'affaire des citoyens. C'est l'affaire de toute la nation. Et donc, chacun peut s'exprimer, chacun peut parler librement de tous les sujets. Alors, le premier à faire les frais de votre franc-parler, c'est le président de la République. Pas forcément François Hollande lui-même, mais la fonction présidentielle. Confier son sort à un homme ou une femme pour 5 ans sans contrôle, c'est dépassé. Il faut supprimer cette fonction de président. Il ne sert à rien, ou il est omniprésent et finalement, on ne peut plus se défaire de ces chaînes-là au bout d'un moment? Alors d'abord, effectivement, je voudrais rassurer les services de sécurité de l'Élysée. Je ne veux pas supprimer, façon tonton flingueur, le président de la République. Non, la fonction présidentielle, oui. Je crois que les 2 dernières présidences, celle de Nicolas Sarkozy, mais ça n'était pas une surprise, mais aussi par certains côtés celle de François Hollande, montrent à l'évidence que nous sommes aujourd'hui dans un modèle dépassé, une forme de monarchie républicaine inventée par De Gaulle, pour De Gaulle. En 58. En 58, l'année de ma naissance, 58 ans. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau, transformé, une mondialisation, l'Europe,
une démocratie, une aspiration des citoyens à participer à la vie publique, il faut changer le cadre. La Constitution, c'est le contrat social. C'est ce qui relie les citoyens. C'est ça, la politique. Et donc, on fait quoi à la place ? Je dis dans le livre, il faut remettre les choses à l'endroit. Quand les citoyens sont fâchés, sont distants de leur politique, ne les reconnaissent plus, n'ont plus confiance, pensent même qu'on est corrompu. Ce sont les sondages qui le disent. C'est catastrophique, c'est dramatique pour la démocratie. Alors il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut que les citoyens se sentent représentés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils aient confiance dans ceux qui les représentent. C'est-à-dire que ceux qui les représentent doivent effectivement avoir un réel pouvoir. Je pense, par exemple, aux députés. Je le dis dans le livre, quand on est dans la majorité, on a le doigt sous la couture du pantalon, c'est la règle. Et quand on est dans l'opposition, on critique systématiquement et on rejette tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, même quand on est plus ou moins d'accord. Donc, à un moment donné, il faut que les députés aient un réel pouvoir. Et donc, je propose que le Premier ministre, celui qui gouverne, celui qui est le chef du gouvernement, d'abord, il ne doit pas avoir une personnalité au-dessus de lui. Il doit être pleinement responsable de la politique qu'il conduit. Et il doit être responsable devant ceux qui l'élisent, c'est-à-dire devant les chambres, devant les députés ou les sénateurs et les sénateurs. C'est finalement le modèle dans lequel je suis moi-même, modestement, au niveau du département de Loire-Atlantique. Le président Hollande, si on parle du personnage, il vous a trahi, il a trahi votre confiance ? Non, François Hollande, je le dis aussi dans le livre. Déçu ? Moi, je pense qu'il faut qu'on parle le vrai et la vérité. On a trop la langue de bois quand on est responsable politique. Donc il vous a déçu ? En toute chose, il y a des choses satisfaisantes et des choses qui m'ont déçu. C'est le cas aussi de ce gouvernement. Mais c'est assez logique finalement. On n'est jamais satisfait à 100%. L'idée, c'est quand même de rechercher le compromis. Donc, S'il y a une chose qui n'est pas passée, qui vous a vraiment déçu sur ces décisions, c'est quoi ? Une chose fondamentale qui touchait à la nationalité. Et ça, c'est les fondements même de la République. C'est notre héritage, l'héritage des philosophes des Lumières, de la Révolution. Ce droit que nous avons, qui est un droit du sol, qui est un droit de la naissance du sol et donc de la nation. Et dans le concret, la baisse des dotations de l'État aussi, ça a été compliqué à gérer, ça, vous qui gérez le revenu de solidarité active. Ça, c'est notre affaire, on discute, on conteste, etc. Non, il y a des choses fondamentales, donc la déchéance de nationalité m'apparaît comme fondamentale. À l'inverse, le mariage pour tous, en termes de société, est une énorme, magnifique avancée, en termes sociétal. Sur le plan social, j'ai contesté une partie du fameux CICE, ce crédit d'impôt pour les entreprises. Pourquoi ? Non pas parce que je ne souhaite pas aider les entreprises, au contraire, les entreprises en ont vraiment besoin de ce soutien. Mais quelles sont les entreprises qui en ont vraiment besoin ? Celles qui sont concurrencées dans le cadre de la mondialisation. Il fallait donc mieux orienter les aides de l'État, puisqu'un crédit d'impôt, c'est une aide de l'État, vers les entreprises pour mieux aider encore celles qui sont soumises à des concurrences internationales. Alors le paradoxe, si vous me permettez, c'est que vous êtes déçu, mais malgré ces déceptions, si le président s'engage sur un deuxième mandat, s'il est candidat à sa réélection à la présidence, vous le soutiendrez ? La question ne se pose pas... Et dans ce cas-là, il n'y a pas à y avoir de primaire. Non, la question ne se pose pas comme ça. D'abord parce que si je conteste les institutions, c'est aussi pour dire, mais l'actualité nous le montre, la politique, ça n'est pas simplement un casting. On revient au tonton flingueur au cinéma. La politique, ça n'est pas un casting, c'est d'abord un projet, c'est un projet de société. Moi, je ne crois pas en l'homme ou même la femme providentielle. Moi, je ne souhaite pas, dans une démocratie moderne, confier mon propre destin, celui de mes proches, de ma famille et celui de la nation, à un homme ou une femme, fût-il brillant, intelligent, charismatique. La politique, c'est autre chose, c'est un projet. C'est fondé sur des valeurs, c'est fondé sur une histoire et c'est fondé sur une vision. Donc j'attendrai, au moment du débat des primaires de la gauche, que les candidats affirment cette vision. Et comme, de toute façon, pour gouverner, la gauche doit trouver un compromis, si elle veut gouverner, c'est ce que je dis aussi dans
dans le livre, je le dis à propos du Parti socialiste, mais je le dis à propos de toute la gauche, il va bien falloir trouver un point d'équilibre à gauche si on veut continuer à gouverner et offrir aux Français ce que nous leur proposons. D'accord, mais vous soutiendrez François Hollande s'il se déclare dans les toutes prochaines semaines? D'abord, j'attendrai qu'il soit candidat. Oui, mais s'il est candidat, vous le soutiendrez? Je pense qu'il sera candidat. Et quand il sera candidat, la question n'est pas de savoir si je le soutiens ou si je ne le soutiens pas. Vous le dites dans le livre. La question, oui, c'est de savoir quel projet il nous proposera, quelle vision il nous proposera pour une deuxième mandature s'il est candidat. Et dans ce contexte-là, je discuterai, je m'impliquerai. Même si je suis contre la fonction présidentielle, comme les institutions existent, et évidemment je les respecte, je m'engagerai politiquement dans ce débat des primaires de gauche. Alors, il y a un homme qui n'aura certainement pas votre soutien, c'est Emmanuel Macron, qui s'est déclaré cette semaine en marche vers la présidentielle. Cette candidature vous a fait réagir sur les réseaux sociaux en latin. J'ai découvert ça. Vous pouvez nous décrypter votre commentaire? Je ne vais pas le dire en latin, mais... Tu quoque mi fili, c'est cette fameuse phrase de César quand il constate que celui qu'il considérait comme son fils vient Brutus vient lui porter le coup de couteau. Et au fond, c'est un peu ça, parce que Macron, je le disais tout à l'heure, la politique, ça n'est pas un simple casting. On peut être intelligent, il l'est. On peut être charismatique, il l'est vraiment. On peut être médiatique, ça pour le coup, il l'est totalement. Mais au fond, il est le fruit du système qu'il semble contester, puisqu'il est le fils spirituel de François Hollande en politique. C'est François Hollande qui l'a installé. C'est le système qui l'a installé. Et je dirais même c'est la gauche qui lui a permis d'exercer les plus hautes responsabilités dans ce pays. Donc c'est QFD. C'est QFD. Emmanuel Macron, d'ailleurs, se défend dans les colonnes de Ouest France cette semaine en disant que sa candidature ne changera rien à la donne. La gauche a déjà perdu la présidentielle. Écoutez, je conteste le système présidentiel. Il amène à ça, mais il a amené aussi aux États-Unis à élire Donald Trump comme président du pays le plus puissant au monde. Chose que les sondages n'avaient pas vue. Je ne compare évidemment pas Emmanuel Macron à Donald Trump, mais j'ai rencontré Emmanuel Macron, c'est un responsable avec qui on peut discuter, avec qui il faut discuter, qui a des idées, mais ça ne suffit pas pour prétendre à gouverner la France. Alors là, il y a une primaire dans l'actualité immédiate, c'est celle de la droite et du centre. Quel est le candidat le plus redoutable à vos yeux? Je vais vous livrer un scoop. Moi, je sais déjà qui va remporter la primaire de la droite. Qui? La droite. Oui, d'accord. Mais si, c'est un scoop. Si alors, quel est le candidat le plus redoutable? Je pense que les Français vont s'en rendre compte. Juppé, Sarkozy, Fillon? Moi, je défendrais un candidat de gauche. Pourquoi? Parce que j'ai une certitude. Alors là, une certitude chevillée vraiment au corps, c'est qu'un président de gauche, quel qu'il soit, vaudra toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'un président de droite, quel qu'il soit. Et moi, je pense que il manquait quelqu'un sur les plateaux de télévision au moment de ces débats sur les primaires. Quand j'écoutais M. Sarkozy, par exemple, parler d'un certain nombre de sujets, je me disais que Mme Le Pen aurait pu figurer sur ce plateau et qu'il n'y avait pas beaucoup de différence sur le fond, sur les mots employés, entre certains propos qui sont tenus notamment par M. Sarkozy et ceux tenus par Mme Le Pen. Vous dites dans votre livre, et vous le dites encore là, je suis né à gauche. C'est parce que vous êtes né à Saint-Nazaire, dans une période particulière. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel est le moment qui vous a dit « je serai de gauche toujours, toute ma vie » ? Moi, je crois beaucoup qu'on est le fruit d'un milieu social, géographique, familial. Et moi, je suis né à Saint-Nazaire, une ville qui a été le berceau du mouvement ouvrier, des luttes sociales, de la lutte des classes, comme on le disait à l'époque, mais on n'en est pas encore très éloigné. Et mon père travaillait au chantier, donc j'ai vécu les grèves, les grandes grèves. Ma mère était femme au foyer, mes grands-parents étaient des petits agriculteurs du Morbihan. Voilà, c'est un milieu qui permet de construire une vision de la société, de ses déséquilibres, de ses inégalités. Et quand on fait ces constats tout petits, eh bien, on a de cesse de combattre pour l'égalité, pour la justice sociale, pour des valeurs qui nous sont chères. Après, la gauche a évolué. Depuis toutes ces années, le PS aussi, vous avez adhéré en 88 au PS, et aujourd'hui vous dites que
un jeune qui vient aujourd'hui dans une section du Parti socialiste n'aura sans doute pas très envie d'y revenir. Pourquoi dites-vous ça ? Là, vous dites que la gauche a évolué, le monde a évolué. Ouais. Les technologies de l'information ont évolué. Quand je suis arrivé au Parti socialiste, nous avions des débats qui étaient assez privilégiés. Aujourd'hui, nous avions des informations qui n'étaient pas diffusées comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, même sur les médias télévisés. Je rappelle quand même que la liberté des ondes, c'est François Mitterrand en 1981. Donc nous étions au début de cette liberté de l'information. Avant, l'information était verrouillée. Avant, moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait que 3 chaînes, je crois, de télévision. Et quand j'étais enfant, il y avait une seule chaîne. Donc quand on est dans une réunion du Parti socialiste aujourd'hui, on n'apprend plus grand-chose. Le monde a évolué. Aujourd'hui, je pense que nos partis politiques, je crois beaucoup dans les partis politiques, qui sont les creusets, là où l'on forge les idées, les propositions, là où on s'inspire pour conduire l'action publique et la politique. Mais les partis politiques, aujourd'hui, doivent aussi se renouveler, doivent se réformer, doivent même se révolutionner. Et finalement, je le dis, ils ne sont pas très sexy pour les jeunes, donc c'est notre défi aujourd'hui d'être attractif pour des nouvelles générations, pour leur dire ce que je dis, la politique c'est drôlement intéressant, la politique c'est passionnant, la politique c'est notre vie quotidienne. Alors, la politique évolue, votre assemblée aussi, le conseil départemental, puisque l'année dernière, quand même, il y a eu une petite révolution avec la parité homme-femme. À chaque canton, il fallait un homme et une femme. Finalement, aujourd'hui, alors elles étaient 10 femmes dans la précédente assemblée, sur 59 élus. Aujourd'hui, on est à 31, égalité. Ça change quoi au quotidien ? Alors vous avez raison, c'est une révolution. Et c'est quand on est le seul scrutin au monde. Oui, où on impose ça. C'est le seul scrutin, qui a été un peu moqué d'ailleurs au début. Mais quand on se revendique d'une des valeurs de notre République, l'égalité, une des premières égalités, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes quasiment en nombre sur la planète, quasiment à égalité, les femmes sont un peu plus nombreuses. Eh bien, dans les instances de représentation, il faut que cette égalité se voie, il faut qu'elle soit visible par nos concitoyens. Et au département de Loire-Atlantique, comme dans tous les départements de France, c'est la réalité. Ça apporte un équilibre, ça apporte des visions nouvelles, et je le dis aussi dans le livre, ça nous a apporté le renouvellement. Ça, c'est important. Ce n'est pas simplement une affaire homme-femme. Le renouvellement politique, ça apporte, il faut ouvrir les fenêtres. Et c'est pour ça que j'ai toujours été contre le cumul des mandats. Je me le suis imposé d'emblée. Je ne suis que président du département. J'ai démissionné de mes mandats locaux à Saint-Nazaire et à la Carène quand je suis devenu président du département. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Les Français y sont attachés. Et c'est ça aussi, une vision moderne des institutions républicaines. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même dire un petit mot de l'actualité qui a encore fait la une cette semaine. Notre-Dame-des-Landes, avec la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui a donné raison et qui a confirmé les arrêtés du préfet. Les opposants ont traduit, ont expliqué que c'était une décision politique, un jugement politique. Ça vous étonne sans doute pas de voir ce genre de critique. Non, c'est au-delà de l'aéroport. On va revenir sur l'aéroport. Mais au-delà de l'aéroport, considérer que tant que son avis, son point de vue, sa vision n'est pas retenu, et la contester systématiquement pour la remettre en cause, c'est une vision de la démocratie qui, me semble-t-il, est dangereuse pour nos institutions. Il y a eu une double légitimité. Celle qui a été voulue d'ailleurs par le président de la République avec ce référendum. Les habitants ont voté, la justice a tranché, les travaux, c'est maintenant. C'est ça que vous dites dans votre communiqué. Slogan. J'ai repris ce slogan. C'est maintenant, on a bien compris l'allusion. C'est un message adressé au président de la République. Ouais. Les habitants ont voté. On ne peut pas demander, comme on l'a fait en son temps sur l'Europe, aux citoyens de s'exprimer sur un sujet et ne pas considérer et ne pas prendre en considération ce que majoritairement les citoyens ont décidé. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les 45% d'habitants de Loire-Atlantique qui ont voté non. Ils ont une autre forme de légitimité. Mais dans une démocratie, si la majorité n'est pas respectée, c'est dangereux pour nos institutions. Et puis ça décrédibilise totalement les élus locaux. Ça décrédibilise la politique. Oui, mais
vous-même. Et ne pas respecter... Tous les élus de la majorité oui, qui ont mais la politique, qui portent ce dossier depuis longtemps. Je suis un représentant des citoyens de ce département. Si cet aéroport ne se faisait pas après que les citoyens se soient exprimés majoritairement, c'est effectivement décrédibiliser la politique. Mais c'est aussi, et je reviens sur ce qu'a dit un des candidats à la présidentielle, M. Jadot, qui va plus loin, qui remet en cause non seulement la légitimité démocratique, mais qui remet en cause le droit, avec cette formule de dire que la décision de 7 magistrats de la justice administrative serait influencée par les politiques. C'est non seulement méconnaître le fonctionnement de nos institutions, mais c'est s'asseoir sur ce qui est fondamental dans une république et une démocratique, c'est-à-dire un État de droit. Mais vous en tirez quelle leçon de ce dossier-là? Parce que ça fait un demi-siècle qu'il est lancé. On ne sait pas s'il va aboutir. On ne sait pas s'il va y avoir finalement une évacuation de la ZAD. On ne sait pas s'il va aboutir, ce dossier-là, 50 ans après. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que vous en tirez une leçon sur le mode de fonctionnement quand on lance un projet comme celui-là? Bien sûr, il y a plein de leçons à retirer. D'abord, ce n'est pas un projet vieux de 50 ans. Ça a été lancé il y a 50 ans, la puis c'est revenu. La déclaration d'utilité publique date de a 2008, été tout à fait. décidée en 2008. Donc c'est un projet récent au regard de grandes infrastructures. Bien sûr qu'il faut les prévoir à l'avance, mais nous travaillons sur des routes et des ponts et des voies ferrées 30 ans à l'avance. Les citoyens ne le savent pas. Est-ce que vous réfléchissez déjà à la façon d'éviter il y a beaucoup d'enseignements. Il y aura beaucoup d'enseignements à trouver. Au-delà de la question même de l'aéroport, qui n'est jamais qu'un aéroport. Il faut relativiser les choses. Il y a d'abord le premier enseignement, c'est la vision que nous avons de la société et de son avenir. Je conclus cet ouvrage sur une question que me pose Jean-Philippe Lucas. Quelle vision vous aurez du département en 2050 ? C'est ça la responsabilité politique. C'est de voir le territoire à 2050. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'en 2050, les citoyens se déplaceront de plus en plus en Europe, pas simplement entre les capitales européennes, mais toutes les métropoles d'Europe. Ici, Nantes, Bordeaux, Marseille, mais partout dans l'Europe, il y a des métropoles. Que ces métropoles seront reliées par des aéroports et que les jeunes, vos arrière-petits-enfants, à vous qui êtes jeunes, prendront l'avion comme moi. J'ai pris le TGV pour aller à Paris quand j'avais 20 ans pour la première fois. Voilà la réalité de l'aspiration des hommes. C'est le modèle, la vision qu'on a du développement qui nous oppose. Et donc c'est cette vision qu'il faut aborder quand on aborde l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors vous avez été élu conseiller municipal, conseiller général, président du conseil général puis départemental. Donc depuis 2011, vous avez un mandat jusqu'en 2021. Et puis vous avez déjà décidé de la date précise où vous arrêterez votre carrière politique. Mais ça, vous ne voulez pas le dire. Alors, d'abord, moi, en me rasant le matin, je ne pense pas à ce que je vais devenir. Oui, mais vous avez décidé, vous connaissez la date. Je regarde une chose, si ce que j'ai fait correspond à ce que j'ai dit, et si je suis fidèle à mes engagements, donc aux électeurs, ça, c'est un souci permanent que j'ai. Et donc, quand je prends des engagements avec les électeurs ou avec moi-même, je les tiens. Donc, je sais... Vous connaissez la date précise? Oui, parce qu'elle correspond à ce que je pense, à ce que j'ai toujours dit de la politique, du renouvellement. Mais vous ne nous le direz pas? Non. Votre mandat se cesse en 2021, vous aurez 63 ans? Non, parce que... c'est un âge à prendre la retraite? Je ne vous répondrai pas, parce que ce que je pense... J'ai essayé. Voilà, c'était bien tenté, comme on dit chez nous à Saint-Nazaire. Non, je pense que quand on est élu pour 6 ans, j'ai été élu pour 6 ans, les citoyens m'ont fait confiance sur mon canton, les élus de la majorité m'ont fait confiance pour présider le département de Loire-Atlantique, j'assumerai mon mandat jusqu'au bout. Et nous verrons bien, à ce moment-là, ce qu'il sera opportun de faire. Vous ferez quoi à la retraite? Oh, moi j'ai plein de projets. La vie ne s'arrête pas à la politique, la vie ne s'arrête pas à son activité professionnelle. Vous êtes un grand passionné de cyclisme. J'aimerais naviguer. Oui, je ferai ce que je n'ai pas pu faire du fait de mes fonctions qui sont quand même assez prenantes. Et vous désignerez un successeur? Non, je ne veux pas évoquer... Comme Jean-Marc Ayrault l'a fait pour Je ne veux pas évoquer ces questions. Moi, je crois qu'en démocratie, ce sont toujours les citoyens qui décident. Oui, mais... Et que prévoir les choses à plusieurs années, vous savez, nous n'avons pas de boule de cristal. Moi, en tant que responsable politique, j'essaie d'avoir une vision
de voir comment le monde évolue, comment il faut qu'on adapte nos territoires, nos structures, nos politiques publiques pour justement faire face et prévoir l'avenir. Mais nous ne sommes pas des voyants. Donc ne nous gardons pas de cela. Et en démocratie, ce sont les citoyens qui décident. L'idée, c'est de continuer aussi, d'être dans la démarche, Voilà. parce que si vous commencez à annoncer votre départ aujourd'hui, le regard va changer. Bien sûr, l'autorité, évidemment, est liée aussi à la fonction qu'on occupe. Et les élus de la majorité m'ont fait confiance, c'est sans doute parce que je représentais pour eux cette autorité. Autorité au premier sens du terme, c'est important de guider une équipe. Et donc de rester toujours dans la dynamique. Je veux garder cette dynamique. Merci beaucoup Philippe Grosvalet. Je rappelle votre livre, donc La politique façon puzzle aux éditions Joca Seria. Merci à toute l'équipe et à bientôt sur TF1. Merci à vous.